dans lesquels on abordait la problématique des bilans. Voilà, hop, tableau. Ok. Voilà, super. On y est. Je vais tout de suite le renommer. Donc, c'est bilan fonctionnel. Et vous, vous êtes Provence. C'est parfait. Donc, je change de support puisque je m'étais préparé à faire des FNT, révision, bilan, quête 1. Voilà. On y est. C'est tout bon. Alors, je vais donc vous mettre à l'écran le sujet qui était proposé donc en 2017. Je vais partager mon écran pour cela. On va l'étudier ensemble et une fenêtre. Voilà, donc sujet que vous avez dans une feuille Excel qui vous est accessible sur votre Net Campus. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une madame qui a un centre de diététique et un centre sportif aussi, et elle voudrait comprendre les principales évolutions financières de son entreprise. Elle vous fournit pour cela les comptes annuels. Dans les comptes annuels, on retrouve deux choses. Dans les comptes annuels, ça veut dire quoi? C'est 1, le bilan de l'entreprise, et 2, le compte de résultat de l'entreprise. Nous, on ne travaillera que sur la partie bilan et lors de nos prochaines révisions, on travaillera sur la partie compte de résultat. C'est ça les comptes annuels. Bien souvent dans les sujets, on vous propose les deux pour savoir si vous savez faire la différence entre les deux et si vous savez vous repérer dans les deux. On vous demande de commenter les principales évolutions, enfin commenter les évolutions des créances et de la trésorerie, d'identifier les causes de ces évolutions et de proposer des solutions. Nous, on ira un peu plus loin que le sujet. On fera aussi le bilan fonctionnel de l'entreprise en question. Alors, le bilan, il est celui-ci. C'est un bilan très simplifié, sans beaucoup de détails, mais où les notions principales sont reprises. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, puisqu'on nous demande de donner les évolutions des créances et de la trésorerie, est-ce que quelqu'un peut me dire où on va trouver les créances et où on va trouver la trésorerie dans le bilan? Alors, Aude, ça répond à quelle question? Les créances clients dans le compte client. Oui, très bien. Et la trésorerie au niveau de la banque. Au niveau de la banque, très bien. Donc, créance, quand on parle de créance, c'est ce qu'on me doit. Voilà. Ce que l'on me doit. Donc, obligatoirement, ça vient des clients. Les clients me doivent de l'argent. Par contre, le contraire d'une créance, c'est quoi? Une dette. Exactement. Et donc, une dette, c'est ce que je dois. Évidemment, en général, ce sera au fournisseur. En général, mais ça peut être aussi à ma banque, par exemple. Voilà déjà pour ce premier point, vocabulaire. Deuxième point, comme nous le disait donc Aude, effectivement, on va pouvoir identifier les créances clients
ici. Donc, ici, je vais pouvoir lire les hop, transparent, hop, rouge, ce que mes clients me doivent. Donc ici, on va retrouver les créances clients. Et en dessous, on va pouvoir retrouver ce que l'on appelle la trésorerie. Alors, la trésorerie porte aussi un autre nom. Est-ce que quelqu'un connaît l'autre nom de la trésorerie? Comment on l'appelle aussi, la trésorerie? Aude, allez au taquet. Très bien, Aude. Effectivement, on l'appelle pardon, les disponibilités. Dans les disponibilités ou dans la trésorerie, on va pouvoir retrouver la banque, mais on pourrait aussi éventuellement retrouver d'autres éléments tels que la caisse, l'argent liquide que possède l'entreprise. Voilà déjà un premier point sur où on peut trouver les chiffres concernant les créances clients, donc ce que me doivent mes clients, et les chiffres concernant la trésorerie, ce que je possède en disponibilité, en liquidité, soit sur mon compte en banque, soit sur mon compte en banque et dans une caisse en liquide. Très bien, maintenant il va falloir calculer l'évolution de ces deux points, les créances et la trésorerie. Alors on va regarder ça. Prenons d'abord la partie des créances. Alors, est-ce que vous savez comment on calcule d'abord une variation, d'accord, en valeur et une variation en pourcentage? Donc, concernant la valeur, ça ne va pas être très compliqué. Là, la partie, les créances clients ont augmenté de 10 000 euros entre 2015 et 2016. Donc, la variation en valeur, elle est de 10 000 euros. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous mettre le calcul que j'ai fait. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Malgré tout, s'il y avait le moindre doute, vous n'hésitez pas, je peux recommencer le calcul. Je peux vous faire le calcul. Ça peut faire simplement 15 500 moins 5 500. Maintenant, deuxième chose que j'aimerais calculer, c'est la variation, mais cette fois-ci en pourcentage. Quelle est l'augmentation en pourcentage qu'il y a eu? Alors, j'ai trouvé le coefficient multiplicateur. Très bien, c'est une chose. Le coefficient multiplicateur, vous avez divisé 15 500 par 5 500, vous avez trouvé sans doute un peu plus de 80, quelque chose comme ça, à mon avis. Mais quand on parle de variation, on va plutôt exprimer ça soit en valeur ou soit en pourcentage. Alors, Vincent nous propose un produit en croix. Je vous laisse écrire votre… Vincent, si vous êtes connecté sur le tableau. Je peux le dire à l'oral si vous voulez. Allez-y, je vous écoute. Du coup, on fait 10 000 fois 100 divisé par 15 500. Et ça nous donne un pourcentage. Alors, 10 000 divisé par 15 500. J'ai trouvé 64%, enfin 65%. Et donc, 65%. Alors,
c'est Vincent. Vincent, regardez. Que pensez-vous? Ça a plus que doublé. On est d'accord? Entre 2015 et 2016, ça a plus que doublé. Or, si ça avait plus que doublé, votre pourcentage ici qui est une augmentation de 65%, ça veut dire que ça n'a pas doublé finalement. Or, la réalité, c'est que ça a doublé. Parce que si je rajoute 65% à 5005, je n'obtiens jamais 15 500. Alors, pourquoi votre calcul il est plutôt bon, d'accord, sauf votre 15 500 ici. Alors, je vais reprendre et je vais vous expliquer comment on calcule une variation. La variation en pourcentage, sauf si quelqu'un a une proposition. Il ne faut surtout pas hésiter, il faut mieux faire une... C'est pas grave, hein, Vincent. Il vaut mieux faire une proposition qui soit malheureusement pas la bonne et de comprendre son erreur. Alors, on prend la valeur d'arrivée. Et ça sera toujours comme ça dans n'importe quel calcul que vous allez faire. La valeur d'arrivée, moins la valeur de départ. Finalement, c'est la variation en valeur. Hein. Moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ. Donc, dans notre cas présent, ça sera 15 500 moins 5 500, le tout divisé par 5 500. Et remultiplié par 100 si vous voulez mettre en pourcentage, mais moi je ne le remultiplie jamais par 100. Je ne sais pas forcément judicieux. Et on obtient 182%. Voilà ici notre variation qui a plus que doublé, donc c'est pour ça qu'on est au-delà des 100%. Et on a donc une augmentation des créances clients qui est de 182% en pourcentage et de 10 000 € en valeur. On va faire exactement la même chose pour la partie des disponibilités. Et avec le même calcul, hein, on va cette fois-ci avoir une évolution ou une variation, c'est la même chose, hein, en valeur qui aurait été de 1 300 € et en pourcentage qui aurait été de 62 €, de 62%. Pas des euros, mais des pourcents. Est-ce que c'est clair la façon dont on calcule une variation, une évolution entre deux chiffres, entre deux valeurs temporelles? On prend la valeur d'arrivée moins la valeur de départ et c'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Ça marche. Imaginez-vous, voilà, vous achetez un téléphone aujourd'hui 100 €, le même téléphone coûtait il y a 3 jours 80 €. Le magasin a augmenté son prix. De combien de pourcents? 100 moins 80 divisé par 80. Donc, vous trouverez le pourcentage d'augmentation. Maintenant, il va falloir expliquer pourquoi les créances ont augmenté et pourquoi la trésorerie a baissé, ce qui, dans tous les cas, a un lien entre les deux. Pour cela, je vais vous remettre le début de l'énoncé qui va vous permettre de répondre à la question. Puisque la réponse est dans l'énoncé. Je vous laisse lire et puis j'attends vos réponses.
quelqu'un peut-il me proposer une explication de cette évolution et de cette variation à la hausse pour les créances clients, à la baisse pour la partie de trésorerie? Est-ce que quelqu'un a une explication? Quels sont les éléments dans l'énoncé qui vont permettre d'expliquer ce phénomène? C'est parce qu'elle est payée en fin de trimestre? Voilà, exactement. Alors, c'est Aude, je suppose. Exactement. Oui. Imaginez-vous que pendant 3 mois, elle n'est pas payée, qu'elle est payée au bout des 3 mois parce qu'elle facture, parce qu'elle a des clients qui sont des comités d'entreprise, à qui elle propose une facturation au trimestre, une formule avec une facturation au trimestre, et qu'en plus, cette formule, elle connaît un succès croissant. Et donc, imaginez-vous que pendant 3 mois, il n'y a pas d'argent qui rentre et qu'au bout des 3 mois, évidemment, il y a une somme plus importante qui rentre. Mais pendant ces 3 mois, il n'y a pas d'argent qui rentre. On peut imaginer aussi que le bilan étant clôturé au 31/12 de l'année 2016, elle a dû faire ses factures qui concernent la période octobre, novembre, décembre, à la fin du mois de décembre, et que les règlements n'arriveront que courant du mois de janvier. Donc, le bilan étant arrêté au 31 décembre, il fait apparaître une grosse somme qui est due à l'entreprise. C'est ça l'explication qui permet de justifier l'augmentation de 182% des créances clients. Certainement que cette nouvelle formule qui a été mise en route, peut-être en 2016, on n'a pas forcément le détail, alors peut-être qu'on l'avait eu précédemment dans le sujet, mais en tous les cas ici, les éléments permettent d'identifier cette cause. C'est voilà cette nouvelle formule qui connaît un succès croissant, qui fait qu'elle est obligée d'attendre 3 mois avant d'être payée. Voilà ce qui fait l'augmentation de la partie créance client. C'est lié, la trésorerie étant liée, si les clients n'ont pas payé ou payent plus tardivement, alors l'argent n'est pas sur mon compte. Par conséquent, on a un lien de cause à effet entre le retard, pas le retard, mais le décalage des paiements clients et la baisse de la trésorerie. Voilà donc l'explication que l'on pouvait donner pour justifier de cette augmentation des créances clients et cette baisse de trésorerie. Alors, quels sont éventuellement les remèdes que Mme Rosan pourrait mettre en place pour pallier à ces problèmes? Puisque ça risque d'être un problème si, à un moment donné, la formule connaît de plus en plus de succès. On risque d'avoir des créances clients peut-être en 2017 encore plus importantes et une baisse encore de la trésorerie qui risque d'être à un moment donné critique si elle devait passer en négatif. Dites-moi un petit peu quelles sont les solutions. Alors, une des premières. Il faudrait qu'elle se fasse payer par mensuellement, par exemple, au lieu de trimestriellement. Voilà. Donc, c'est-à-dire, voilà ce que proposait aussi Maxime, proposer non plus une formule trimestre, mais plutôt une formule mensuelle. Ce qui ferait qu'elle serait payée tous les mois et il y aurait moins de créances clients. C'est une première solution, avec peut-être une contrepartie, peut-être une… voilà, vous savez bien, on voit ça aussi dans la vie de tous les jours, si vous payez tout de suite, vous avez un mois gratuit. Si vous payez dans les assurances, ils font ça, hein, si vous payez votre année d'assurance tout de suite, vous avez un mois gratuit. Si vous payez mois par mois, vous n'avez pas ce fameux mois gratuit. Ça, c'est une solution. Donc, modifier avec peut-être une contrepartie, modifier la formule en proposant une formule avec un paiement au mois, ou même, encore mieux, une formule avec un paiement au trimestre à échoir, c'est-à-dire en début de trimestre, pour le trimestre. Ce qui permettrait de récolter l'argent tout de suite, avant même la vente du service. Quelle autre solution vous pourriez proposer ? Si elle paye ses fournisseurs avant, plus tard, c'est possible aussi ou pas? Bien sûr. Alors, ça ne va pas agir sur la partie créance client, mais ça va agir sur sa trésorerie. Mais encore une fois, c'est aussi une solution. Il y a plein de solutions. Hein. Négocier des délais de paiement plus importants avec ses fournisseurs, c'est une chose aussi qui est possible, qui ne va pas agir sur la partie créance client, mais qui va agir sur la partie trésorerie. C'est tout à fait possible aussi. Aude, d'ailleurs, proposait aussi cette même solution.
On peut encore solliciter la banque. Alors, je ne sais pas si vous avez fréquenté les salles de sport, chez Basic Fit ou dans d'autres salles on vous propose un paiement au mois. Mais Basic Fit se fait payer tout de suite. Comment ça fonctionne? Il y a un intermédiaire, qui est un intermédiaire bancaire, qui débloque la somme tout de suite pour Basic Fit et qui récupère chaque mois la somme par vos prélèvements. Moyennant quoi, Basic Fit, il laisse une certaine rémunération pour cet intermédiaire. C'est une solution ici que Madame Rozan pourrait mettre en place avec, bien sûr, l'intervention d'un intermédiaire, généralement une banque ou un organisme de crédit qui paierait tout de suite la prestation à Madame Rozan et qui prélèverait ensuite le montant des mensualités ou même des trimestrialités auprès des clients. Encore une solution qui est possible. Attention à ce type de solution, puisque évidemment, le fait de récupérer l'argent tout de suite, ça coûte, puisqu'on est obligé de rémunérer l'intermédiaire et qu'il ne faut pas y perdre sa marge parce que ça poserait d'autres soucis par la suite. Donc voilà, on a évoqué plein de solutions, les possibilités de paiement, de modifier le paiement des clients, le fait de se faire payer avant, le fait de faire intervenir un intermédiaire, le fait aussi de solliciter des paiements plus tardifs, de renégocier les paiements auprès de ses fournisseurs qui agiraient sur la trésorerie. Il y avait effectivement pas mal de solutions que l'on pouvait proposer. J'en avais juste une dernière en tête et ça m'a échappé, que je voulais vous donner. Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est de rééquilibrer un peu le portefeuille client, c'est-à-dire d'essayer de développer, commercialement parlant, des offres pour les particuliers, ceux qui payent au mois le mois, de façon à rééquilibrer un peu son panier client, sa gamme de clients, parce que c'est vrai que travailler avec des clients essentiellement qui payent plus tard, ça pose des soucis de trésorerie. Et généralement, ce qu'on conseille, c'est d'avoir dans son portefeuille client et des clients qui payent plus tard, parce que ici, les comités d'entreprise, ça reste une cible cliente intéressante, et des clients qui payent tout de suite, donc rééquilibrer un peu son portefeuille client pour avoir, par une démarche commerciale, plus de particuliers qui paieraient, eux, au mois le mois. Donc voilà, il y avait plein de solutions à proposer. Je crois qu'on en demandait une ou deux dans le sujet, au moins, pour pouvoir valider l'ensemble des points à la question. Alors, on va pouvoir basculer, ça n'était pas demandé dans le sujet, mais moi, ça va me permettre de représenter l'intérêt d'un compte de résultat fonctionnel. Le compte de résultat, pardon, le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, il se fait toujours à partir du bilan, évidemment. Le bilan fonctionnel, son but, c'est justement de pouvoir, à un moment donné, définir la problématique qui peut arriver et qui peut mettre en péril l'entreprise à cause d'une trésorerie qui serait défaillante. Alors, on va le construire, je vais le construire, d'accord? Vous allez regarder un petit peu comment je le travaille. Et puis, hop, je vais faire ça. Je vais faire ça. Okay. Donc voilà le bilan fonctionnel tel que vous aurez à le présenter. Alors ici, j'ai mis 2 cases pour faire celui de 2016 et celui de 2015. Vous verrez par exemple que dans l'annale 2018, bien sûr, on vous demande qu'une seule année et on vous demande de commenter sur une seule année. Mais moi ici,
Je vais le faire 2 fois, ça va me permettre d'alimenter un peu plus mon commentaire et de voir ces variations qui s'opèrent entre l'année 2015 et l'année 2016. Donc ici, évidemment, ça sera l'année 2015. Et l'année 2016, juste à côté. Alors, j'ai identifié aussi avec des couleurs, ça va me permettre de pédagogiquement vous indiquer sur le bilan quelles sont les sommes qui vont être retenues, en sachant que les sommes que l'on retrouve au passif vont plutôt alimenter les ressources, et les sommes que l'on retrouve au niveau de l'actif de l'entreprise vont plutôt alimenter les emplois. C'est-à-dire que l'entreprise dispose de ressources qui vont lui permettre d'alimenter ses emplois. Entre autres, en ressources qui ont vocation à rester dans l'entreprise, on retrouve 2 choses. 1, les capitaux propres et les emprunts. Donc, choses que l'on retrouve ici. Donc, je vais reporter dans mon tableau les capitaux propres. Et les emprunts. Alors, les dettes financières et les emprunts, c'est la même chose. Alors, évidemment, je vais reprendre mes 21 800. Je vais reprendre mes 14 000. Et 17 200. Voilà pour la partie des ressources. Donc, l'entreprise possède des ressources, d'accord? On pourrait dire, alors on va dire entre guillemets, de l'argent. Cet argent, il a servi à financer d'abord des investissements que l'on va retrouver ici dans la partie des emplois. Ça veut dire qu'ici, au niveau des emplois, on va retrouver la valeur des immobilisations nette. La partie des immobilisations nettes. Donc mes 14 200. Et pour l'année 2015, 15 500. Il n'y a pas d'autres éléments. Voilà, ici, le montant total des ressources stables. Donc, je peux mettre ici que je suis en vert ici. Donc, toute cette partie-là va venir alimenter d'un côté les ressources stables et de l'autre côté les emplois stables. Ça veut dire que si j'ai un total de 39 000 euros, qui ont servi à payer 14 200 euros d'immobilisation. Donc finalement, il va rester de l'argent. Ici, j'ai un total de 34 100 euros. Encore une fois, il va rester de l'argent puisque je n'ai eu besoin que de 15 500. Ça s'annonce plutôt bien.
partir du moment où déjà on est positif à cet endroit-là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voyons la partie circulante. Au niveau de la partie circulante, je vais reprendre les besoins que j'ai au niveau de l'exploitation. Donc, les besoins que j'ai au niveau de l'exploitation, je les retrouve à travers les créances clients et les stocks. Donc, j'ai besoin d'argent pour payer mes stocks d'abord, et puis pour laisser du temps à mes clients pour payer. Donc, j'ai besoin d'argent pour financer mes stocks. Et pour laisser du temps à mes clients pour payer. Ça va nécessiter des besoins. Alors, je vais reporter les sommes. Je vais compléter par la suite. Donc, 21 000. Hop. 21 800. Alors, juste ici, vous voyez que la somme est identique aux capitaux propres. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste un hasard. Un élève dans l'autre groupe me dit, monsieur, alors donc ça veut dire que les stocks sont égaux aux capitaux propres. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ce sont deux choses, deux notions complètement différentes. C'est simplement un hasard ici qu'on retrouve les mêmes sommes. Donc, ici, on retrouve 22 700. Et ici, on va avoir 300 plus 1, 22, 37 300. Juste vérifier mon calcul. 37 300, c'est tout. Donc voilà, j'avais besoin en 2015 de 22 700. Et en 2016, ici 37 300. On voit déjà que ça a augmenté ici. Ça a augmenté à cause des créances clients et ça a augmenté à cause aussi de la nécessité d'avoir plus de stock. Malgré tout, mes fournisseurs vont me laisser du temps pour payer ça. On va regarder. Ici, au niveau des fournisseurs, des dettes fournisseurs, je vais venir mettre dans les ressources. Mais aussi des dettes fiscales et sociales, aux impôts. Alors, on va retrouver les sommes ici. Donc, 7 300 pour mes fournisseurs. Hein. Et au niveau des dettes fiscales et sociales, ici, 6 000 euros. Donc, je vais avoir un total de 13 300. Ici, 6 200. Et pas de dette fiscale en année 2015. Donc, je peux prendre ce montant-là pour mon total. Alors, j'ai besoin de 22 000 et mes fournisseurs me laissent 6 200. Donc, finalement, vous voyez qu'il va y avoir un besoin qui va se créer entre 22 000 et 6 200. On verra ça quand on calculera ce qu'on appelle le BFR ensuite. La trésorerie, on a vu tout à l'heure à quoi ça correspondait. Hein. La trésorerie ici active. Donc, c'est ma banque que je retrouve. À hauteur de 800 euros et à hauteur de 2100 euros pour l'année 2015.
Au niveau de la trésorerie passive, est-ce que vous sauriez me dire ce qu'est la trésorerie passive? Ce sont les concours bancaires courants Alors, et les soldes créditeurs de la banque. qui m'a dit ça? C'est Delphine. C'est Delphine. Delphine. Ok, Delphine, très bien. Alors, juste sur la première partie, je suis d'accord. Donc, vous m'avez dit que c'était les concours bancaires courants, c'est très bien, c'est le terme approprié, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de vos camarades qui ne savent pas ce que c'est qu'un concours bancaire courant. Est-ce que vous auriez un autre terme qui permettrait d'identifier ce qu'est un concours bancaire courant? Terme plus simple, que tout le monde connaît, que tout le monde a connu un jour. Les concours bancaires courants, ça doit être le crédit qu'on a à la banque, non? Ouais, Non. alors c'est pas ouais, crédit, ouais. Alors, il y a Vincent qui nous propose le terme approprié, le découvert bancaire. D'accord. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça ce qu'on appelle le concours bancaire courant. On l'appelle aussi la facilité de caisse. Mais c'est vrai que dans les documents de bilan, on va le voir apparaître sous le terme CBC, concours bancaire courant. C'est simplement le découvert. Bon. Et ça, c'est de la trésorerie passive. Ensuite, vous me donnez les comptes en banque dont le solde est créditeur. Alors, je suis d'accord, mais alors d'un point de vue purement comptable. Et je ne veux pas que vous reteniez cette notion-là, parce que comme on n'a pas fait de comptabilité pure ensemble, si vous me dites un compte, un solde bancaire créditeur, pour moi, ça veut dire que j'ai de l'argent sur mon compte. Moi qui n'ai jamais fait de comptabilité, je suis l'étudiant, je vais prendre qui on a dans le groupe. Voilà, je vais prendre Lorraine. Lorraine, par exemple, si je lui dis, Lorraine, le compte en banque créditeur, est-ce que ça veut dire que pour vous, il y a de l'argent sur le compte en banque? Si je vous dis le solde créditeur du compte en banque. Obligatoirement, vous allez me dire oui. Quand j'en suis persuadé. Parce qu'il y a une différence entre le langage courant et le langage comptable, en fait, c'est ça? Voilà, tout à fait. Nous, quand on parle dans notre vie de tous les jours, quand notre solde est créditeur, on a de l'argent, tandis qu'en comptabilité, quand c'est créditeur, on doit de l'argent. Exactement. Vous avez donné la bonne explication. C'est-à-dire que vous êtes créditeur, mais dans les comptes de la banque. Dans les comptes de la banque. D'accord. Et donc, pour vous, normalement, vous êtes débiteur. D'accord. Je parle dans le langage comptable. C'est-à-dire que quand, normalement, en comptabilité, on parle d'un solde créditeur, ça veut dire que vous devez de l'argent à quelqu'un. Et le solde créditeur d'un compte client, d'un compte fournisseur ou d'un compte banque, ça veut dire que vous devez de l'argent à la banque, ça veut dire que votre compte est débiteur. Donc nous, on ne va pas trop s'embêter avec ça, puisque de toute façon, comme depuis 2 ans maintenant, la comptabilité pure n'est plus à votre programme, et c'est tant mieux. Ce n'était pas quelque chose d'aisé à faire comprendre aux étudiants qui n'ont pas de notion comptable. On va effacer cette notion de solde de compte créditeur, même si elle était bonne, Delphine. Il n'y a pas de souci, c'était bon, mais vous ne serez pas confronté à des situations. Par contre, vous pourriez éventuellement être confronté à un découvert bancaire ou à un concours bancaire courant, qui serait de 3 000 euros. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on est de la trésorerie passive, qu'on a du découvert. Donc, on oublie la partie solde créditeur compte en banque, parce qu'elle est trop comptable, même si elle est bonne, même si c'est sûr, parce que vous ne serez pas confronté à ça. Donc ici, je n'ai pas l'énoncé ne m'indique pas que je n'ai pas de découvert, je n'ai pas de concours bancaire courant, par conséquent, je vais le remonter un petit peu pour qu'on... Par contre, excusez-moi, vous avez dit que du coup, on l'appelait comment, cette catégorie dans le bilan? Si on n'écrit pas solde créditeur de banque, on écrit quoi? Ah, ça ne sera pas marqué solde créditeur de banque, ça sera marqué concours bancaire courant. Concours bancaire courant. Donc, il y aura découvert bancaire, concours bancaire courant? Non, c'est les mêmes. D'accord, on met tout dans le même. Ouais. Vous aurez une dette financière. Si vous voulez mieux, ici, vous aurez, par exemple, emprunt, vous aurez une petite étoile. Par exemple, vous aurez 20 000 euros. D'accord. Et en bas du bilan, vous aurez un petit renvoi avec cette petite étoile qui vous dira dont CBC, concours bancaire courant, 3 000 euros. Ça veut dire il y a du crédit, mais il y a aussi du crédit à court terme, c'est-à-dire du découvert qui ont été mélangés dans la partie dette ici. Donc ici, je vais vous mettre plutôt en exemple comme ça. Vous auriez
emprunt et dette financière. Emprunt et dette financière. Emprunt et dette financière, par exemple. Et un petit renvoi comme ça, ou avec un petit numéro dans le bilan. Et puis, vous auriez, par exemple, 20 000 €. Dans le petit renvoi, en bas, hop, vous verriez ça. C'est marqué, dont CBC de 1 500 € par exemple. Voilà. Alors, comment vous interpréteriez ça? Ça veut dire que là-dedans, il y a 17 500 €. Donc, il y a 17 500 € d'emprunt et 2 500 € de découvert. Voilà l'interprétation de... Parce que vous le retrouveriez comme ça, hein, emprunt avec un H évidemment, emprunt et dette financière, 20 000 €. Avec un petit renvoi, en bas du bilan, vous retrouverez, dont CBC 2 500 €. Comment on ferait en termes de traitement? Comment on ferait? On mettrait 17 500 € dans la partie emprunt et 2 500 € dans la partie trésorerie passive. C'est clair? Voilà pour la petite explication concernant éventuellement le CBC. Alors, ça me paraît, ça serait dur de vous parler de vous mettre de la trésorerie passive. Ça serait dur, je pense. A priori, on ne devrait pas trop aller sur ce terrain-là. C'est quand même quelque chose qui n'est pas aisé à comprendre. Donc ici, ben, du coup, de toute façon, on n'en a pas dans les deux cas. Voilà, notre bilan fonctionnel est terminé. Vous voyez la répartition qui se fait, elle n'est pas très compliquée. Il faut, ben, voilà, il faut l'apprendre, mais elle est relativement facile. On identifie les immobilisations, on identifie la partie stock client, on sait que la banque, c'est à part. La partie capitaux propres plus les emprunts pour venir alimenter les ressources. Et puis, dernière partie, au niveau des ressources circulantes, on va additionner le reste des dettes. Y a-t-il des questions? Oui. Vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'on pourrait juste récapituler un petit peu ce qu'on peut trouver, sous quelle forme de phrase on peut trouver, par exemple, dans l'énoncé trésorerie active? Parce que, par exemple, j'ai mis une fiche, j'ai mis que ça pouvait être disponibilité, montant brut des VMP, vous, là, c'était banque. D'accord, pas de souci. Alors, les disponibilités, quels sont les termes qui regroupent toute cette partie de trésorerie, d'accord? Quand on parle de disponibilité et de trésorerie, on parle de la même chose. À l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir des VMP. C'est quoi des VMP? Quelqu'un connaît la signification? C'est les valeurs mobilières de placement. Exactement. C'est des actions, des obligations que vous détiendriez et que vous pouvez facilement revendre. On aurait les comptes en banque, sous le terme banque, et on aurait aussi la caisse. Alors, voilà, et comme ça. La trésorerie,
La trésorerie, c'est l'ensemble. D'accord? La trésorerie, ça veut dire les disponibilités plus les VMP. La trésorerie, c'est l'ensemble. Ensuite, quand on parle de disponibilité, ça veut dire caisse plus banque. Voilà comment on peut schématiser, en termes de vocabulaire, tout ce que l'on retrouverait dans la trésorerie active. Donc la caisse plus la banque, c'est les disponibilités, et les disponibilités plus les VMP, c'est la trésorerie. Mais on peut très bien vous dire, on vous parlait de trésorerie, parce qu'il n'y a que de la banque. Il n'y a pas de caisse et pas de VMP. Donc trésorerie est égal à banque. Est-ce que c'est clair pour vous? Je crois que c'était Lou qui m'avait posé la question. Voilà, en termes de vocabulaire, dès qu'on va vous parler de trésorerie, on va vous parler de liquidité d'argent. D'accord? Donc ça se trouve soit dans la caisse, soit dans la banque, soit à travers des actions que vous avez et que vous pourriez très rapidement monnayer. Ok, merci. Ça marche? Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Juste pour être sûr, les VMP, c'est le montant brut. C'est ça qu'il faut écrire? Le montant net. Mais de toute façon, le montant brut et le montant net seraient égal. Je vais revenir là-dessus, entre ces problèmes de brut et de net, parce qu'il y a deux façons de calculer, et ce dont vous me parlez, vous, dans votre cours, hop, je reviens. Dans votre cours, on a des bilans plus complets, avec du brut, de la dépréciation, de l'amortissement et du net. Et dans votre cours, on vous dit, voilà, il faut prendre le montant brut d'un côté, mais il faut rajouter le montant net de l'autre côté. C'est une façon de voir. C'est une façon qui est tout à fait bonne, mais qui est plus compliquée que celle que je vous propose. Celle que je vous propose, c'est de vous appuyer que sur les montants nets. C'est bon pour vous? Ok, donc montant net, c'est pas de souci. C'est beaucoup plus simple. Et vous allez voir, on va faire les deux méthodes dans l'exercice de l'année 2018. On va faire les deux façons de faire. La façon plus simpliste, qui est la mienne, et la façon un peu plus compliquée, qui est d'ailleurs donnée dans le cours. On arrive exactement au même résultat. Pourquoi se compliquer la vie, hein, je vais vous dire. Alors, ce tableau, il est sympa, d'accord? Mais ici, il va nous servir à calculer deux indicateurs très importants et un troisième qui découle des deux premiers. Ces deux indicateurs très importants, c'est le fonds de roulement, on appelle aussi fonds de roulement net global, je le mets en vert, pourquoi? Parce qu'il va s'appuyer sur les totaux qui sont en vert. Nous allons calculer aussi le besoin en fonds de roulement. On appelle BFR. Que je vais mettre en bleu parce qu'il va s'appuyer sur les montants qui sont indiqués en bleu. Et enfin, dernier élément, nous allons calculer ce qu'on appelle la trésorerie nette. Et je vais la mettre en jaune orangé là, puisqu'elle va s'appuyer sur les éléments. Alors, je ne vais pas commencer l'explication puisque je n'ai pas envie de me couper au milieu de l'explication. D'accord? On la fera lors de notre prochaine séance. Par contre, si vous pouvez avancer sur l'annale 2018, puisqu'on a au moins déjà dans
puisque dans l'annale 2018, on vous demande de faire le fonds de roulement, pas le fonds de roulement, excusez-moi, le bilan fonctionnel. Je vous ai préparé le petit tableau, il y a le nombre de cases. Donc, si vous pouvez préparer pour la prochaine séance, comme ça, on terminera ça. Et puis, on aura revu les points principaux concernant le bilan fonctionnel et le calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie nette. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a pu faire aujourd'hui? Y a-t-il des éléments que vous n'avez pas compris, des éléments où est-ce que c'est un petit peu plus clair, ça vous a rafraîchi la mémoire? Et pour tout vous dire, si je ne me dis pas de bêtises, je pense que c'est un chapitre qu'il faudra absolument revoir pour votre BTS blanc. Et ça. Excusez-moi, on le trouve où, le document dont vous parlez, l'annale, pour la préparer, en fait? Dans le cours d'aujourd'hui, normalement, dans votre Net Campus, il y a un cours qui s'appelle la date d'aujourd'hui, le 20-04, révision bilan fonctionnel. Et à l'intérieur, je vais mettre la vidéo de ce cours, mais vous avez aussi le fichier Excel qui me sert de travail. D'accord, alors je n'avais pas fait attention. Merci. Vérifiez, c'est bon. Vous me confirmez bien, les autres, vous avez bien réussi à le récupérer pour ceux qui auraient éventuellement regardé un petit peu. Je vais vérifier, mais normalement, il n'y a pas de… Bon, ça, je peux le fermer. A priori, je l'avais bien libéré, ce cours. Donc, vous, c'est province. Donc, voilà. Il s'appelle le 2004, révision bilan, province. Et à l'intérieur, vous aurez le fichier Excel qui avec une feuille de correction vierge, évidemment, que vous pouvez remplir pour chacune des deux annales. Et c'est bien libéré, donc il n'y a pas de souci, vous y avez accès. Voilà, écoutez, alors, est-ce que vous pouvez, excusez-moi, je n'ai pas vu votre message, est-ce que vous pouvez mettre le fichier, la correction des séances précédentes? Je peux vous donner accès au Jam. Je peux vous donner accès au Jam, mais bon, normalement, le fichier de la séance précédente, c'est aussi un fichier Excel. Je ne l'ai peut-être pas encore mis. Si on l'a fait hier, je ne l'ai peut-être pas encore mis. Je mettrai le fichier de correction, parce que je préfère mettre le fichier Excel, qui est le même que le Jam, de toute façon. Mais effectivement, je vais le remettre, mademoiselle. Elles y sont sur les coûts complets, elles y sont. Hein. Bah oui, il me semble qu'a priori, généralement, je mets toujours les fichiers de correction avec. Pas d'autres questions? Bon, bah écoutez, on va se quitter là pour ce soir. Et on va se dire à la prochaine fois avec ma superbe bibliothèque. Je prendrai peut-être un autre décor la prochaine fois. Allez, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Ciao tout le monde.